Je Bon vous après-midi. souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour avoir répondu à l'invitation de la Coalition burundaise de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, le 9 décembre, c'est une journée dédiée aux défenseurs des droits humains. C'est une journée qui coïncide avec l'adoption de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, l'élaboration qui a commencé en 1984, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1998, à l'occasion du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, cette déclaration est un effort collectif qui a conduit par un certain nombre d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, des délégations de quelques États, a contribué à faire de ce texte définitif un instrument solide. La déclaration s'adresse non seulement aux États et aux défenseurs des droits de l'homme, mais à tout un chacun. Que nous participons tous dans un mouvement mondial en faveur des droits de l'homme. Pour continuer cette activité d'aujourd'hui, j'aimerais passer la parole à Madame la directrice de la coalition pour ouvrir la réunion et vous présenter l'objectif de cette journée. Je vous remercie, Monsieur le modérateur. Bon après-midi tout le monde. Et la journée du 9 décembre correspond à l'adoption de la Déclaration universelle sur les défenseurs des droits de l'homme, adoptée le 9 décembre 1998 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et cette déclaration est intitulée Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits des défenseurs des droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues que nous appelons Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. En tant que coalition des défenseurs des droits de l'homme, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, s'est donné le devoir de commémorer cette journée. Et une journée qui, à notre avis, est une journée d'information, est une journée de sensibilisation, mais aussi une journée de célébration du travail des défenseurs des droits de l'homme, à travers laquelle les défenseurs des droits de l'homme ont l'opportunité de comprendre, d'être informés de l'existence de cette déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Une déclaration qui les protège, une déclaration qui reconnaît que défendre les droits humains est un droit et une obligation pour chaque individu, pour la société, pour l'État, une obligation qui peut se réaliser seule ou en association. Et nous commémorons cette journée, effectivement, pour nous acquitter de notre devoir de défenseur des droits de l'homme, mais aussi de réseau de défenseurs des droits de l'homme, pour faire connaître la déclaration. C'est notre obligation. Pour échanger sur les défis que rencontrent les défenseurs des droits humains, pour échanger sur la protection qu'ils méritent, mais aussi pour sensibiliser chacun afin qu'il s'implique dans la défense des droits humains et dans le soutien des défenseurs des droits humains en danger. C'est ça l'objectif de cette journée. Et chaque année, nous célébrons la journée sur base d'un thème. Les années dernières, nous sommes beaucoup concentrés sur les défenseurs des droits de l'homme en exil. Et cette année-ci, nous avons concentré les thèmes, les exposés du panel autour des défenseurs des droits de l'homme engagés dans les droits économiques, sociaux et culturels. Et on va se focaliser sur ces droits, mais aussi sur les difficultés que rencontrent les défenseurs des droits humains de ce domaine. Je vous invite à participer activement. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Cette présentation sera faite par Ernest Nkurunziza. Ernest qui est le secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile, FOSC. Il était membre des organisations de la société civile, plus précisément membre de la Ligue TK, où il a servi, je crois, pas mal d'années. Et Ernest Nkurunziza, assistant défenseur des droits humains en exil. La deuxième présentation sera faite par Léon Hakiyiruta, qui est le chargé de la communication et du plaidoyer au sein de la coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme, est aussi un défenseur des droits humains en exil. Il a beaucoup travaillé avec la PRODH. Il va nous présenter les tendances de violation, les outils pour conquérir l'espace civique et j'en passe.
Madame Elali va nous parler des défis des défenseurs des droits humains et des mécanismes de protection. Elali, c'est la directrice exécutive de la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme. Elle aussi était en exil et le membre fondateur de la coalition. Et auparavant, elle était la présidente du syndicat STEB. Alors, sans pour autant tarder, permettez-moi d'accorder la parole à Ernest pour nous présenter sur les desks. Ernest. Merci beaucoup, Thierry. Je commence naturellement à saluer tous les participants que je n'avais pas salués et remercier la Coalition des défenseurs des droits de l'homme qui m'a donné cette opportunité pour pouvoir m'entretenir avec un auditoire composé de grands intellectuels comme vous. Ma présentation, comme Thierry le dit, va porter sur les droits économiques, sociaux et culturels, sur le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, en premier lieu, je vais parler des droits qui sont garantis par ce pacte et les obligations générales de l'État en matière des droits économiques, sociaux et culturels. Après, je vais parler de l'importance des droits de l'homme sur la vie des individus et de la société. Je vais parler des mécanismes de protection des droits de l'homme. Je vais parler du rôle des défenseurs des droits de l'homme et de la participation citoyenne dans le suivi et le rapportage sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, je vais commencer par le premier chapitre qui parle des droits garantis par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, l'article 1 parle du droit à l'autodétermination, qui signifie le droit de chaque peuple de choisir librement et souverainement la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. Les articles 2 et 3 parlent du droit à la non-discrimination. C'est le droit d'exercer et d'accéder à tous les droits consacrés par le pacte sans aucune discrimination. Les droits de l'homme doivent être appliqués sans aucune discrimination. L'article 6 du pacte parle du droit au travail, le droit, qui est le droit d'occuper un emploi librement choisi ou accepté, un droit de ne pas être injustement privé de travail et de bénéficier d'une formation technique et professionnelle. L'article 7 parle du droit à des conditions de travail justes et favorables. Quand on parle des conditions de travail justes et favorables, on veut parler des salaires équitables, on veut parler du droit à la sécurité et à l'hygiène au travail, du droit à la promotion sociale, du droit au repos et à une durée de travail raisonnable, du droit au congé payé et du droit à la rémunération des jours fériés. L'article 8 parle du droit syndical. Le droit syndical, ça veut dire le droit de former et de choisir librement et s'affilier à des syndicats locaux ou nationaux. On parle également du droit de grève. L'article 9 parle du droit à la sécurité sociale. Et quand on parle de sécurité sociale, il faut entendre les assurances sociales, il faut entendre le droit à la protection contre la perte de revenus, il faut entendre donc, la prestation sociale, etc. L'article 10 parle du droit à la famille et à la protection familiale. Ici, il faut entendre la protection et l'assistance aux familles. Il faut entendre le droit au mariage librement consenti. L'article 11 parle à un niveau de vie suffisant pour tous. Ici, on veut parler du droit à l'alimentation, du droit au logement, du droit à l'eau potable, du droit aux vêtements. L'article 12 parle du droit à la santé, à l'accès aux biens et services essentiels, au droit à une aide médicale, au droit de vivre dans un environnement sain. L'article 13 et 14 parlent du droit à l'éducation. On entend cet enseignement primaire gratuit et l'instauration progressive de la gratuité de l'enseignement secondaire, technique et professionnel et supérieur. Le pacte, au niveau de son article 15, parle du droit à la culture. Quand on parle du droit à la culture, il faut entendre trois choses. Première chose, c'est le droit de participer à la vie culturelle. Deuxième élément, c'est le droit de bénéficier du progrès scientifique. On peut entendre
l'eau et l'électricité, par exemple, de la régie des eaux. On peut entendre les téléphones mobiles, on peut entendre les ordinateurs, etc. Troisième élément, quand on parle du droit à la culture, il faut entendre la protection de la propriété intellectuelle et des intérêts moraux et matériels découlant des œuvres intellectuelles, artistiques et scientifiques. C'est ce que vous avez l'habitude d'entendre, les droits d'auteur. Quand on parle des droits d'auteur, je pense toujours à Chancho Amis, qui est mort, affamé, alors que ses chansons ouvrent les émissions de la télévision. C'était un petit exemple. Alors, deuxième chapitre, les obligations générales de l'État en matière des droits économiques, sociaux et culturels sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'obligation de respecter les droits de l'homme. Ça veut dire que l'État doit éviter de prendre des mesures qui entravent les droits de l'homme. Il ne doit pas entraver les actions des personnes qui s'efforcent de trouver les moyens de subvenir à leurs besoins ou empêcher l'accès des populations aux ressources nécessaires à leur subsistance. Deuxième niveau, c'est l'obligation de protéger les droits de l'homme. L'État doit prendre des mesures pour empêcher les tiers d'entraver les droits de l'homme. L'obligation de protéger signifie que l'État doit veiller à ce que les acteurs non étatiques n'entravent pas l'accès aux ressources essentielles, par exemple en polluant l'environnement, et l'État doit veiller à ce que les acteurs non étatiques ne commettent pas des atteintes aux droits humains. Le dernier niveau d'obligation, c'est l'obligation de mettre en œuvre ou l'obligation de réaliser les droits de l'homme. L'État doit prendre des mesures concrètes pour assurer que tout le monde jouit des droits de l'homme. L'obligation de mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels signifie que l'État doit prendre des mesures pour faciliter, promouvoir et fournir les services qui doivent être disponibles, accessibles, acceptables et adéquats. Au niveau du troisième chapitre, nous parlons de l'importance des droits de l'homme sur la vie des individus et de la société. Les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont nous vivons en société, les uns envers les autres. Ils régissent la relation qui lie les individus au gouvernement et les obligations des gouvernements envers eux. Chaque membre de la société a des devoirs envers son pays, envers son semblable, et les États ont l'obligation de protéger les citoyens, et nous venons de le dire précédemment. Les valeurs de dignité humaine et d'égalité entre les êtres humains sont les fondements des droits de l'homme, et de nombreuses autres valeurs qui découlent des deux précités peuvent aider à définir plus précisément comment, dans la pratique, les peuples et les sociétés devraient coexister. Par exemple, la liberté, parce que la volonté humaine est une part importante de la dignité humaine, être forcé d'agir contre sa volonté avilit l'esprit de l'homme. Le respect des autres, parce qu'en manquant de respect à une personne, nous négligeons son individualité et sa dignité essentielle. La non-discrimination, parce que l'égalité dans la dignité humaine signifie que nous ne devons pas juger les droits et les opportunités dont bénéficient les autres personnes sur la base des caractéristiques qu'elles présentent. La tolérance, parce que l'intolérance dénote un manque de respect vis-à-vis de la différence et parce que égalité n'est pas synonyme d'uniformité. La justice, parce que les êtres humains, égaux dans leur humanité, méritent d'être traités de façon équitable. La responsabilité, parce que le respect des droits des autres englobe la responsabilité de ses propres actions et la mobilisation d'efforts pour la réalisation des droits de tout un chacun. Les violations des droits de l'homme sont les principales causes de la pauvreté, car priver les individus de leurs droits signifie les maintenir dans la pauvreté. Les droits humains constituent le capital de l'humanité. C'est un patrimoine partagé qui, pris en compte, nous rapporte une satisfaction, une richesse, une vie saine. Respecter et mettre en œuvre les droits de l'homme signifie se préoccuper du développement social et économique
de la personne humaine et de la société en général. Il existe donc un lien entre pauvreté et droits humains. On ne peut pas affirmer que l'on est en train de lutter contre la pauvreté, de lutter pour le développement, quand on n'a pas mis en avant la protection et le respect des droits de l'homme. Tout ce que nous le faisons pour nos enfants, pour nos familles, pour la société. Tout ce que fait le gouvernement, ça devrait être fait pour le bien de son peuple, sans distinction. Satisfaire l'intérêt collectif, le bien public, c'est satisfaire les droits humains. Le non-respect des droits humains rime avec exclusion sociale, perte de l'identité sociale et individuelle et marginalisation, ce qui en conséquence laisse peu ou pas de possibilité d'accéder aux biens de production. Les populations marginalisées dont les droits ne sont pas reconnus sont les populations les plus pauvres du monde. Quatrième chapitre, les mécanismes de protection des droits de l'homme. Il existe des mécanismes de protection nationaux, régionaux, internationaux, publics et privés. Les mécanismes nationaux publics, il s'agit des différents ministères, les commissions nationales, par exemple, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, et ce sont juste des exemples. Les mécanismes nationaux privés, c'est la Ligue TK, ce sont les Ligues des droits de l'homme, ce sont les organisations non gouvernementales, c'est l'organisation PARSEM, c'est d'autres organisations que vous connaissez. Les mécanismes régionaux publics, là, je peux donner l'exemple, l'EAC, l'Union africaine, la Cour de l'EAC, la Cour africaine des droits de l'homme, et j'en passe. Les mécanismes régionaux privés, ici, je peux parler, je ne sais pas si la Ligue des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs existe encore. C'est un exemple de mécanisme régionaux privés. C'est aussi l'exemple de l'EACSOF. Les mécanismes internationaux publics, c'est l'Assemblée générale de l'ONU et ses organes. Ce sont les organisations internationales qui sont reliées à l'ONU. Exemple, l'UNICEF, le PNUD, l'UNESCO, le HCR, le PAM, et j'en. Les mécanismes internationaux privés, là je peux donner l'exemple de l'Amnesty International, de la FIDH et autres organisations internationales que vous connaissez. Alors, cinquième chapitre, c'est le rôle des défenseurs des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme cherchent à promouvoir, protéger et mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels. Le défenseur des droits de l'homme, c'est une voix de 100 voix. Il doit dénoncer toutes les violations des droits de l'homme dans le but d'amener les gouvernements à trouver des réponses adéquates à ces questions. Il doit recueillir et diffuser les informations sur les droits de l'homme. Il doit aider les victimes des droits de l'homme en faisant, par exemple, l'écoute et l'assistance judiciaire. Il doit lutter contre l'impunité, s'engager en faveur d'une meilleure gouvernance et d'une meilleure politique, contribuer à l'application des instruments des droits de l'homme, présenter des rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme, promouvoir et assurer l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationales envers les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels l'État est partie et leur mise en œuvre, encourager la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations Unies, les institutions régionales, les institutions nationales d'autres pays, coopérer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement des droits de l'homme et participer à leur mise en œuvre, contribuer à l'éducation et à la formation dans le domaine des droits de l'homme. Le dernier chapitre, c'est la participation citoyenne dans le suivi et le rapportage des droits économiques, sociaux et culturels. Au Burundi, l'espace des droits de l'homme est fermé, verrouillé. Les citoyens sont réduits au silence. C'est le principe « taisez-vous, je mange et je contrôle tout pour mon intérêt égoïste ». Ceux qui tentent de dénoncer les crimes économiques ou les violations des droits de l'homme, constitués notamment de détournement de fonds publics, de corruption, sont pris comme des ennemis du pays et traités comme tels. Les ténors du régime se sont accaparés de toutes les richesses du pays qu'ils gèrent dans le système de monopole complet. Ils se préoccupent moins du bien-être de sa population. Au lieu de servir, ils se servent et s'en foutent de la misère et de la pauvreté dans laquelle croupit le peuple. En conclusion, pour que les droits de l'homme soient effectifs,
il doit y avoir une volonté politique au sein du gouvernement de faire en sorte que les défenseurs des droits de l'homme s'acquittent de leur mission. Il faut une autorité judiciaire efficace et indépendante, des institutions démocratiques, une société civile engagée, ainsi qu'une administration et des forces militaires et de police sensibilisées à la cause des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme sont les principales causes de la pauvreté, comme je l'ai dit, car priver les individus de leurs droits économiques et sociaux signifie les maintenir dans la pauvreté. Un gouvernement qui divise son peuple pratique la répression et l'exclusion, pratique la marginalisation et l'injustice sociale, ne peut pas assurer le développement de son peuple. Une approche de développement économique qui ne met pas en avant les droits humains est vaine et vouée à l'échec. C'est le cas du Burundi. Les violations des droits de l'homme sont érigées en mode de gouvernance. Le résultat, c'est le pays le plus pauvre du monde, sa population frappée de misère. Je vous remercie. Merci à vous aussi, cher Ernest. Nous pouvons accorder aussi le temps à Léon pour faire sa présentation, terminer par Elali, et après, nous allons accorder la parole aux autres participants pour soit faire des ajouts, soit faire des commentaires ou poser des questions. Sans pour autant tarder, j'aimerais passer la parole à Léon et lui demander d'être bref. Léon, à vous. Ok, merci beaucoup Thierry de m'accorder la parole. Bonsoir à tout le monde. Je suis aussi très heureux de participer dans ce débat au moment où nous commémorons à cette déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Je vais parler sur l'espace civique, qui est un environnement dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l'homme au Burundi. D'abord, je voudrais souligner qu'il n'y a pas de définition universelle et reconnue en rapport avec l'espace civique. Mais l'espace civique est une situation dans un pays où les libertés fondamentaux sont respectés. Là, je parle des libertés d'association, qui est le droit de s'associer librement, de rejoindre ou de créer une organisation ou un groupe de la société civile. Je parle également de la liberté d'expression, qui est le droit d'avoir des opinions sans interférence, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées par quelque biais que ce soit, et sans considération de frontières ou de s'organiser ou de se mobiliser. Par espace civique, je parle également de liberté de réunion pacifique, c'est-à-dire le droit de la société civile d'exercer une contestation légitime par des formes de manifestation pacifique, ainsi que la liberté de s'organiser au sein des réunions, des manifestations, afin d'avancer des questions d'intérêt commun et d'être protégé dans les activités contre toute interférence. Là, si l'espace civique est fermé, c'est comme si on fermait un terrain de jeu. Et quand on ferme un terrain de jeu, les matchs sont stoppés. Et puis, les jeux se déroulent dans un endroit qui est inapproprié, ce qui impacte les joueurs. L'espace civique est donc un canard pour permettre aux citoyens de jouir d'autres droits. Alors, sans trop tarder, j'aimerais passer aux tendances qui sont au Burundi et qui violent l'espace civique. Premièrement, il y a un cadre réglementaire non approprié qui rétrécit l'espace civique. Je reviens sur différentes lois, notamment la loi numéro 1/28 du 5 décembre 2013 portant la réglementation des manifestations publiques et réunions publiques. Et par cette loi, il y a des limitations ou bien des violations de l'espace civique, notamment le régime de la déclaration préalable des réunions qui est prévu par cette loi et qui est considéré d'ailleurs comme une autorisation administrative car le pouvoir a la latitude de ne pas autoriser cette réunion. Il y a également l'autorisation par l'autorité de mettre fin aux réunions publiques qui sont en cours. Deuxièmement, il y a une autre loi qui rétrécit l'espace civique. C'est notamment la loi numéro 1/19 du 14 septembre 2018 sur la presse au Burundi, qui donne des pouvoirs les plus étendus à la Commission nationale de la communication, notamment l'article 19 qui précise que la CNC peut retirer ou refuser les accréditations des journalistes. Il est vrai que c'est prévu qu'il y a des recours judiciaires qui sont organisés, mais vous savez la lenteur dans laquelle travaille la justice burundaise, ce qui impacte le fonctionnement ou l'action des journalistes. Deuxièmement, il y a un phénomène nouveau, c'est en rapport avec la carte de presse qui devient de plus en plus chère et rare. Deuxièmement, il y a des financements extérieurs où l'État dit que pour des financements qui viennent de l'étranger, ces financements doivent loger par la Banque centrale et puis de l'ingérence même au niveau de la gestion de ces fonds par
différentes autorités administratives, notamment le ministère des Finances et de la Sécurité publique. Deuxièmement, il y a une loi, la loi numéro 1 du 27 janvier 2007 portant cadre organique des associations sans but lucratif, qui est une loi qui demande aux organisations de la société civile de toujours donner des rapports à l'administration, surtout des rapports financiers. Vous savez qu'il y a aussi une pratique qui s'observe au pays où on demande les organisations de la société civile d'insérer dans les lignes budgétaires un budget pour les administratifs qui vont superviser des activités des ONG sur le terrain, comme si l'État lui-même n'a pas de moyens pour financer le suivi des activités des ONG. Deuxièmement, il y a cet équilibre ethnique qui est une pratique qui est de plus en plus observée. On dit que c'est juste pour respecter les équilibres ethniques au sein des ONG, mais les ONG ne sont pas des organes politiques. On ne devrait pas faire ces pressions sur ces ONG. Au niveau des cadres législatifs, impacte le fonctionnement des ONG et rétrécit l'espace civique. Deuxièmement, comme je l'ai dit d'ailleurs, j'ai souligné un problème de financement où les fonds provenant de l'étranger sont logés à la Banque centrale, les rapports à l'État, l'obligation de payer, j'ai terminé ça. Je voulais revenir surtout sur le bien-être et la sécurité des DDH ou des journalistes, où il y a toujours des menaces et des diffamations des membres de la société civile en les taxant de travailler pour la sort des colons. Parfois même, toutes des agressions physiques des journalistes qui sont malmenés sur le terrain au lieu de reportage. Quatrièmement, il y a aussi une autre tendance qui est relative avec l'accès à l'information, où certaines autorités de l'État refusent de participer dans les débats publics et sans donner des explications. Il y a aussi la peur des académiciens de participer dans les débats publics, de peur des représailles, les censures drastiques qui sont organisées par le pouvoir, la détention des journalistes qui parlent des choses dissonantes. Vous connaissez le cas de Florian Ingabire qui reste toujours pris en prison. Cinquièmement, il y a un problème de liberté de réunion et d'association. Comme vous le savez, il y a toujours cet empêchement de tenir des réunions aux organisations de la société civile. Vous connaissez le cas le plus récent, c'est le cas de l'Oricom et Parsem qui ont été interrompus en cours de réunion. C'était le 14 mars 2022. Il y a une pratique aussi qui limite la jouissance de l'espace civique, notamment une pratique très récente de checking des listes des participants. Ou au sein du ministère de la Sécurité publique, on demande aux organisations de la société civile ONG de les donner la liste des participants dans des réunions. Et les participants sont sélectionnés au bon vouloir des autorités du pays. Sixièmement, il y a l'accès à la justice pour les défenseurs des droits de l'homme. Vous savez, il y a ce harcèlement judiciaire et administratif qui est toujours infligé aux organisations de la société civile et défenseurs des droits de l'homme. Vous connaissez la condamnation de 12 défenseurs des droits de l'homme et je n'y reviens pas. Et ce qui est malheureux, c'est que même les avocats ont eu peur de plaider pour ces 12 défenseurs de peur de représailles. Il y a également la radiation des organisations de la société civile engagées dans la campagne au troisième mandat, malgré qu'il y a la décision de la Cour de l'East Africa qui déterminait que la candidature de Nkurunziza était illégale. Ces organisations ont été suspendues et n'ont pas encore été réhabilitées dans les droits, c'est-à-dire que les choses n'ont jamais été mises dans les pristines états. Également, il y a l'impunité des crimes commis contre les DDH. Comme vous savez, depuis d'ailleurs 2009, il y a eu beaucoup de crimes contre les défenseurs des droits de l'homme. Malheureusement, il n'y a pas eu de procès juste et équitable pour sanctionner les auteurs de ces violences. Je vous parle du cas d'Ernest Manilou, son assassinat qui a eu lieu en 2009. Il y a également l'assassinat de la famille Christophe Ngezabahizi en 2015, la disparition forcée de Charlotte Umugwaneza en 2015, la disparition forcée également de Madame Claudette Kwizera de la Ligiteka, la tentative d'assassinat de M. Pierre Claver Mbonimpa, président et représentant légal de la PRODH, et la disparition forcée de M. Jean Bigirimana. Tous ces cas-là, tous ces défenseurs des droits de l'homme n'ont jamais eu un accès à un procès qui est équitable pour sanctionner les auteurs. Alors, compte tenu de ce qui précède, vous voyez que quand même, il y a un environnement très défavorable aux défenseurs des droits de l'homme qui travaillent dans un climat de peur et de violence généralisée, où les acteurs étatiques ou non étatiques peuvent infliger des blessures ou même tuer des personnes, cela dans l'impunité totale. Toutes les critiques des dirigeants est sévèrement sanctionnées. Les organisations de la société civile et les médias restent radiés. Là, pour moi, il y a lieu de conclure, sans risque de me tromper, qu'au Burundi, l'espace civique est fermé dans la législation
et dans les faits. Un autre point, c'est en rapport avec comment est-ce que nous pouvons, quels sont les outils qui sont disponibles pour conquérir l'espace civique. D'ailleurs, je voulais préciser là qu'il y a des outils légaux qui sont à notre disposition que nous pouvons exploiter utilement pour plaider en faveur de l'ouverture de l'espace civique. C'est premièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est d'ailleurs l'émanation de tous les textes qui composent la Charte des droits de l'homme. Deuxièmement, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est d'ailleurs le siège en matière de protection des libertés fondamentales, c'est-à-dire les libertés d'association, les libertés de réunion. Il y a la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme qui élabore un cadre de protection des défenseurs des droits de l'homme. Il y a deuxièmement la Constitution de la République du Burundi qui parle des libertés fondamentales. Il y a également l'agenda 2030 qui parle que l'ouverture de l'espace civil est une condition sine qua non pour qu'il y ait le développement durable dans un pays. Et puis, il y a d'autres outils que nous pouvons exploiter. Nous avons l'avantage d'avoir une société civile et des médias qui sont dynamiques et qui peuvent continuer l'ouverture de l'espace civique par les actions de plaidoyer. Il y a également l'existence des ONG qui travaillent sur l'espace civique. Là, je cite le Civikis, il y a Amnesty International, il y a ICNL, pour ne citer que cela. Il y a également des mécanismes qui sont disponibles, que nous pouvons exploiter utilement. Je ne reviens pas aux mécanismes que Ernest a bel et bien cités et de façon sans équivoque. Je voulais seulement revenir sur les mécanismes qui sont prévus par le Conseil des droits de l'homme et qui parlent effectivement de l'espace civique. Il y a les mécanismes du rapporteur spécial sur la promotion et protection des libertés d'opinion et d'expression sont des mécanismes qui sont prévus par le Conseil des droits de l'homme. Donc, les organisations de la société civile ou bien les défenseurs à titre indépendant peuvent soumettre des communications à ce mécanisme en ce qui est de la liberté d'opinion et d'expression. Il y a également un autre mécanisme, c'est un mécanisme du rapporteur spécial sur la liberté d'association et de réunion. Donc, pour des questions en rapport avec la liberté d'association et de réunion, les organisations ou les défenseurs à titre privé peuvent soumettre des communications à ce mécanisme. Troisièmement, vous savez aussi qu'il y a un mécanisme de rapporteur spécial sur le Burundi qui travaille sur les dossiers en rapport avec les droits de l'homme. Donc, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme ou en tant qu'organisation, nous pouvons toujours coopérer avec ces mécanismes pour soulever des violations en rapport avec les droits de l'homme. Et puis, comme vous savez, en 2023, je pense au mois de mars ou avril, je ne me rappelle plus, il y a l'organisation de l'examen périodique universel où le Burundi sera sous évaluation. C'est de notre intérêt ou aussi de notre devoir de toujours faire un pressing au sein des organisations, au sein des États, auprès de nos partenaires pour inciter bien sûr les États à faire des recommandations dans le sens de l'ouverture de l'espace civique au Burundi. Et voilà, c'est ici que se clôture ma présentation sur l'espace civique. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté sur la thématique, aussi sur l'écoute attentive que vous avez réservée au sujet. Merci beaucoup. Sans pour autant tarder, j'aimerais accorder la parole à la dernière présentatrice pour que nous passions juste après aux séances de débat. Je vous remercie, monsieur le facilitateur. Ma tâche est très facile parce que les précédents intervenants ont pratiquement tout présenté et je vais me concentrer spécialement sur quelques défis des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi sur quelques mécanismes de protection et spécialement sur la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. Et cette déclaration que nous appelons déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme qui justifie la commémoration de cette journée du 9 décembre. Et comme l'ont déjà exprimé les précédents intervenants, les défenseurs des droits de l'homme sont des piliers défenseurs des droits humains dans la société et chacun a le droit et l'obligation d'être défenseur. Et pourquoi nous commémorons, on l'a déjà dit, nous commémorons pour informer et nous vous informons spécialement sur cette déclaration qui reconnaît pour la première fois que défendre les droits humains est un droit et une obligation que personne ne peut retirer aux individus organisés au sein d'organisations ou à la communauté
et que cette obligation, elle est inhérente à la personne même parce que chacun a un instinct inné de participer aux affaires de son pays. Et cette déclaration a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies pour reconnaître justement le travail de ce défenseur et le travail de ce défenseur qu'il réalise en sacrifiant son temps, en sacrifiant ses moyens, au risque même de sa vie. Il protège les autres, il promeut les droits des autres et il a besoin d'être promu, il a besoin d'être protégé. Et nous relevons quelques difficultés qu'il affronte dans son travail, puisque quand il réalise son travail, souvent, il s'interpose devant les intérêts de personnes puissantes, ceux qui violent les droits humains, ceux qui tuent, les voleurs, les corrupteurs, les corrompus. Ce sont des gens qui ont des moyens pour neutraliser la justice, pour neutraliser les institutions. Et le défenseur qui assure la garde constitue en fait un danger pour eux. En Kirundi, on dit que c'est-à-dire que la pintade est tuée par le veilleur. Et la veille citoyenne est réalisée par les défenseurs des droits de l'homme, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de la société, en famille, n'importe où le défenseur des droits humains est toujours alerte pour alerter l'opinion, pour alerter le gouvernement. Et les défis qu'il rencontre, c'est spécialement, ils sont de deux catégories. Il y a cette restriction de l'espace civique qui l'empêche de travailler. Je ne reprends pas les actes de restriction de l'espace civique, les cas les plus qui ont été évoqués, comme l'interdiction d'accéder aux sources d'information, par exemple l'endroit où les droits humains sont violés, on l'interdit d'y accéder, on l'interdit d'accéder aux documents, et quand il a collecté des informations, il lui est refusé de les diffuser. Et souvent, vous allez remarquer que les journalistes se voient humiliés, battus, arrêtés, le matériel de rapportage confisqué et souvent cassé, et on oblige souvent les journalistes d'effacer leurs enregistrements, en fait pour troquer leur libération. Vous avez souvent la perquisition des domiciles des défenseurs des droits humains, la perquisition des bureaux. Là, c'est l'attaque à leur travail, mais qui est aussi une attaque à leur sécurité. Il y a ensuite l'attaque à la sécurité des défenseurs des droits humains. Je mentionne quelques cas. Vous recevrez souvent des mises en garde. On vous avertit par des appels avec des numéros masqués ou des numéros visibles, mais des interlocuteurs anonymes. Vous aurez des amis aussi qui vous alertent et qui vous disent non, ne continuez pas à travailler sur ce dossier. La manière dont vous abordez la question risque de vous mettre en danger et par conséquent, vous serez appelé à modérer vos interventions. Vous pouvez avoir une filature d'individus de voitures, vous avez des convocations, des difficultés au niveau de l'administration, les difficultés d'accéder à certains postes quand on est au niveau de l'administration. Vous aurez par exemple des pertes d'emploi. Il y a le chantage, la diabolisation, les mutations, les suspensions de travail, mais aussi les persécutions par la justice. Pour les femmes défenseuses, il y a un problème supplémentaire parce que le chantage que subissent les hommes n'est pas le même que les femmes souvent. Le chantage vise sa dignité, mais aussi s'attaque à la situation familiale pour pouvoir conduire à la dislocation de la famille. Il reçoit les proches, comme quoi une femme ne doit pas émerger et au risque de mettre en danger l'honneur dans la famille. Il y a les pressions de son conjoint. Il y a des provocations diverses. La peur de perdre sa dignité, si par exemple elle est malmenée, si elle est arrêtée, il y a risque de subir un harcèlement sexuel, une attaque à sa dignité dans les lieux de détention. Il y a donc beaucoup de difficultés au cas où l'individu ne lâche pas. Il est forcé à l'exil, la femme ne pourra pas, aura à choisir entre abandonner sa lutte, abandonner un bébé qui tète, abandonner une famille, abandonner son mari. Souvent, les maris n'acceptent pas d'accompagner leurs épouses au niveau de l'exil et la femme défenseuse sera obligée de lâcher et le chantage, les persécutions auront raison sur l'activisme féminin. En fait, toutes ces menaces contribuent à
empêcher à la femme de s'engager, ou contribue à empêcher le défenseur à s'engager parce que c'est ça que ceux qui violent les droits humains demandent. Pour protéger, pour soutenir les défenseurs des droits humains, les États en Assemblée générale des Nations unies ont adopté une déclaration sur les défenseurs des droits humains. Et cette déclaration inspire les constitutions. Cette déclaration reprend le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les différentes chartes, les différents pactes qui ont été évoqués par les différents intervenants sont repris par cette déclaration. Pour dire que la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits humains vient pour renforcer la Déclaration universelle des droits de l'homme, montrer le cadre de défense des droits humains et montre comment défendre les droits humains, et notamment en faisant connaître cette déclaration, le contenu. Et la CBDDH s'engage à diffuser le texte de cette déclaration, donc faire connaître la déclaration, mais aussi faire la publicité du travail des défenseurs des droits humains, contribuer aussi à soutenir les défenseurs des droits humains et les organisations qui défendent les droits humains. Se mobiliser pour défendre, protéger les défenseurs en danger, mais aussi se mobiliser pour être défenseurs. Parce que si tout le monde s'engage pour défendre et protéger les droits humains dans son milieu, soyez sûr qu'il y aura beaucoup de défenseurs des droits humains. Chacun sera sensible à la question des droits humains et très peu de cas de violation des droits humains seront enregistrés et par conséquent, très peu de menaces seront enregistrées à l'encontre des défenseurs des droits humains. La déclaration, donc, en plus de montrer comment il faut défendre les défenseurs, elle montre les droits et les obligations des défenseurs et la protection que les défenseurs méritent. C'est entre autres l'ouverture de l'espace civique. C'est aussi la protection quand ils sont en cours de réalisation de ce travail de défense des droits humains, mais aussi l'obligation pour lui de se préserver, de violer les droits humains. La déclaration montre aussi les obligations des États, c'est-à-dire de mettre en place un système de protection adéquat à travers des lois, à travers des institutions. Et la déclaration, enfin, montre les responsabilités de chacun dans la défense des droits humains et dans la protection des défenseurs. Voilà globalement en ce qui concerne la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains. Et cette Déclaration des Nations Unies a été exploitée par l'Union européenne qui, à son tour, a mis en place les directives de l'Union européenne pour le soutien des défenseurs des droits humains et qui sont des orientations données à chaque État membre de l'Union européenne pour les actions à mener en faveur des droits humains. Et ces orientations consistent notamment à des actions préventives, une approche participative, de collaborer avec les défenseurs. Comment collaborer, c'est-à-dire engager le dialogue, analyser le travail du défenseur et les dangers qui se dressent, les conseils, le renforcement des capacités, mais aussi promouvoir les droits des défenseurs dans la coopération avec les États. L'autre intervention de l'Union européenne à travers ces directives, c'est aussi le soutien aux organisations de l'Union européenne qui protègent les défenseurs des droits humains, dans le renforcement des capacités, dans la promotion des droits des défenseurs, dans l'assistance en cas de difficulté, en cas de procès, en cas de menace, mais aussi le soutien des mécanismes onusiens, tels que ça a été évoqué par Léon. Il y a par exemple les mécanismes spéciaux du Conseil des droits de l'homme, le mécanisme du rapporteur, et l'Union européenne soutient énormément le travail de ces mécanismes. Et sur base de ces mécanismes, la plupart des missions de l'Union européenne mettent en avant ces directives dans les négociations avec les États et facilitent souvent le dialogue entre les États et les organisations de la société civile. Parmi les autres mécanismes, il y a la Constitution qui a été citée. Il y a les mécanismes régionaux et internationaux, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'acte constitutif de l'Union africaine. Nous mentionnons aussi donc au niveau de la Constitution de la République, c'est l'émanation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi d'autres instruments, des mécanismes onusiens, par exemple les conventions de l'OIT au niveau de la politique sociale et au niveau du travail, dans la protection des travailleurs, la protection des syndicats,
l'État, la protection des représentants des travailleurs dans les conseils d'entreprise, il y a le Code du travail, il y a la Charte nationale du dialogue social à l'intérieur du pays. C'est autant de mécanismes que les défenseurs des droits humains sont appelés à utiliser. Et c'est le moment d'interpeller toute personne, spécialement ceux qui sont au Burundi, toute personne de s'intéresser aux droits de l'homme dans son milieu de travail. Dans le milieu de travail, c'est là où commencent les violations des droits humains dans les entreprises, dans la société. Être tout le monde à la veille, alerter en cas de violation des droits humains, lire la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, lire les dispositions du Code du travail et évaluer la conformité entre la législation nationale et la Déclaration sur les défenseurs des droits humains, faire constater les lacunes, vérifier les mécanismes nécessaires pour protéger les défenseurs et provoquer le dialogue avec le gouvernement. Ça, c'est une recommandation à l'intention des organisations de la société civile et spécialement des défenseurs des droits humains qui sont actifs parce que c'est eux-mêmes qui doivent promouvoir les mécanismes de protection pour leurs membres, pour eux-mêmes et pour leur travail. C'est une recommandation aussi que je ferai. Il y a une recommandation que je ferai à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. C'est un mécanisme qui est chargé d'encadrer les parties prenantes dans la promotion des droits humains et afin qu'elle encadre le gouvernement du Burundi dans l'application de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi dans le dialogue avec les organisations de la société civile pour mettre en place des mécanismes de protection inspirés par la Déclaration des Nations Unies. Au gouvernement du Burundi, il y a un rôle régalien qui est la promotion et la protection des droits humains, promouvoir les droits humains dans tous les secteurs de la vie, engager le dialogue pour mettre en place les mécanismes de protection des défenseurs des droits humains. Ça doit se faire par consultation des différents organes et de la société civile, mais aussi de respecter les engagements qui sont exprimés à travers les instruments internationaux adoptés ou ratifiés. Voilà les principales recommandations à l'issue de cette présentation. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Le premier présentateur nous a parlé des desks, là où il a précisé les obligations de l'État, mais aussi les mécanismes de protection. Il nous a parlé brièvement des articles et des chapitres qui sont inscrits dans ces desks. Et le deuxièmement, nous a parlé de l'espace civique, des libertés fondamentales et des outils pour conquérir l'espace. La dernière présentatrice nous a parlé des défis, et avec un accent particulier sur les défis des femmes, que souvent leur dignité est mise à l'épreuve, et ce qui fait que parfois ces dernières peuvent abandonner la lutte et que souvent les DH, en travaillant, se heurtent aux intérêts des personnes puissantes qui peuvent contourner le système judiciaire. Et enfin, elle a terminé sur les recommandations. Maintenant, les débats sont ouverts. La parole est à qui veut la prendre. Je demanderai à celui ou à celle qui veut parler de lever la main pour que nous puissions lui accorder la parole. Avant qu'il y ait une personne qui demande la parole, j'aimerais poser une ou deux questions. Que pouvez-vous suggérer aux organisations de la société civile? Que pouvez-vous suggérer à vos collègues défenseurs des droits humains, que ce soit les journalistes, les avocats ou les membres des organisations? Quelle action pouvez-vous suggérer à ces derniers pour que nous puissions améliorer la jouissance de ces droits au niveau général? Je vois Léon qui a levé la main. La parole est à vous. Merci Thierry pour la question combien importante. Vous demandez qu'est-ce qu'on peut suggérer aux défenseurs des droits de l'homme. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le combat de défense des droits de l'homme, c'est un combat continuel. Ce n'est pas un combat que tu commences et que tu termines en une journée. Il faut que donc les organisations de la société civile ou les défenseurs des droits de l'homme continuent dans leur combat jusqu'à ce que l'espace civique soit ouvert. C'est un combat qui peut prendre
un beau bout de temps, mais ce que je sais, c'est que dans la plupart des cas, la ténacité finit toujours par payer. Et puis, il faut que les organisations de la société civile quand même continuent à créer des réseautages. Vous savez, quand vous êtes seul, on peut vous mater facilement, mais quand vous êtes en réseau, parfois, il est difficile de vous mater parce que vous êtes dans un réseau qui peut porter la voix plus loin comparativement à la voix d'une seule personne. Il faut aussi que les organisations de la société civile font un plaidoyer organisé sur diverses thématiques. Vous voyez, on a développé beaucoup de thématiques. Dans certains cas, il y a des fois où des thématiques ne sont pas suffisamment exploitées. Là, il faut que les organisations commencent à se mettre, à se regrouper sur différentes thématiques et puis faire un plaidoyer qui est organisé, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international. Là, je pense que ça peut porter fruit parce que les thématiques seront diversifiées, mais aussi la voix sera portée loin parce que toutes les thématiques seront exploitées. C'est ma suggestion par rapport à ce que peuvent faire les organisations de la société civile et défenseurs des droits de l'homme. Je termine par cette phrase, il faut quand même que les défenseurs restent toujours debout. Grâce à la ténacité, tout finira par changer. Bon, je voulais ajouter quelque chose. J'adhère complètement à ce que Léon vient de dire. Les droits de l'homme ne se donnent pas sur un plat d'or. C'est une élite continue. Et malgré la fermeture de l'espace civique, on ne doit pas abandonner le travail. Nous devons trouver certainement des stratégies pour continuer à travailler. Il ne faut pas accepter quand même que l'État continue à violer les droits de l'homme sans que ces violations soient connues. Je crois que vous trouvez des stratégies. Si vous ne voyez pas, par exemple, que vous ne pouvez pas continuer à travailler dans le pays, oui, il faut choisir parce qu'il ne faut pas aller au suicide. Par exemple, le fait comme nous l'avons fait, nous sommes à l'étranger, nous avons accepté d'être des réfugiés, mais le fait d'être réfugiés, ça nous a aidés parce que nous parvenons quand même à travailler. Si on était resté dans le pays, je ne pense pas qu'on aurait fait grand-chose. Donc, je pense que la société civile a travaillé comme il faut. Jusqu'à présent, le régime pensait que toutes les violations des droits de l'homme, qu'il allait les faire dans le silence radio, mais quand même, nous avons brisé cette intention du gouvernement, cette mauvaise intention. Nous avons pu communiquer les informations à la communauté internationale et nationale et les choses sont connues. Maintenant, le gouvernement avait tenté de montrer que les choses allaient bien, mais quand même, je pense que nous avons fait ce que nous devrions faire, même s'il y en a qui croient que rien n'a été fait. Moi, je pense qu'on a fait ce qu'on devrait faire. Il faut avoir des espoirs que les choses vont changer de toutes les façons. Voilà mon petit commentaire. Merci à vous aussi. Madame Elali, c'est à vous si vous avez un ajout. Oui, je vous remercie. Oui, mon ajout, c'est pratiquement de soutenir les propositions des collègues, mais aussi c'est de demander à la société civile de s'engager. Ils ont pris un engagement de défendre les droits humains. Ils doivent s'engager dans le dialogue, appeler le gouvernement, demander des audiences, aller chez les autorités et leur demander d'appliquer les conventions ratifiées, les instruments internationaux auxquels le Burundi adhère et de créer cet espace de protection des défenseurs, cet espace de participation et spécialement mettre en place les mécanismes de protection. L'autre chose sur laquelle je devrais insister, c'est la solidarité et l'indépendance. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Bon, et là, il y a Gervais je crois que c'est Gervais qui a posé une question. Il a mis un commentaire dans le chat. Merci pour les présentations riches. J'ai une question pour tous les trois panélistes sur l'évolution de la défense des droits humains avec la nouvelle législature de 2020. Y a-t-il une évolution avec le pouvoir d'Ndayishimiye? Peut-on espérer à un changement? Et je vous remercie. Dire que est-ce qu'il y aura un changement? D'une part, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés. La première difficulté, c'est que le pouvoir, la législature actuelle, ne veut pas se conformer à la loi. Si vous parlez de la loi, là, il se moque de vous. C'est une question de volonté politique. Elle peut être spontanée, mais du moment qu'elle n'est pas du tout spontanée, il nous revient, à nous de la société civile, à la population, de provoquer cette volonté, de l'exprimer, de le dire et de réclamer que le gouvernement du Burundi applique ses engagements.
Je vous donne l'exemple de la situation qui a été exprimée il y a 3 jours quand le Premier ministre était en province de Kirundo. Vous avez entendu les 2 dames qui se sont exprimées de manière claire avec leur état d'âme. Elles ont crié et elles ont osé ce que les autres n'osent pas. Le courage de ces femmes-là devrait être soutenu. Il faudrait que des organisations puissent continuer à faire le lobbying, faire le plaidoyer, bien sûr, d'une manière sécurisée pour ces femmes-là, afin que le Premier ministre s'engage effectivement et que la décision qui a été exprimée à travers le tweet puisse prendre effet. Alors, ce sont de ces situations-là que nous, les organisations de la société civile, devrions aussi prendre. Il faut les prendre au mot et immédiatement accompagner par des actions de plaidoyer pour que les autorités n'oublient pas. C'est dur, vu le contexte dans lequel la législature est en place, mais nous devons continuer. Je crois que c'est l'engagement, mais c'est aussi d'être proactif. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Léon, vous pouvez prendre la parole. Moi, je pense que c'est une question difficile à répondre. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a non seulement promesses du président de la République, mais qui ne sont pas accompagnées par des actions concrètes. Mais souvenez-vous que le système d'aider est un système extrêmement dur où tous les cadres de l'État sont choisis par les duretés. Et même si le président de la République a de bonnes intentions, là, je pense que sur le plan pratique, il sera très, très difficile que cela produise des effets. En ce qui est de la vérité de l'espace civique ou du respect des droits de l'homme. Et vous savez que tous les leaders du parti au pouvoir se convergent à dire que ces histoires de droits de l'homme, ces histoires d'espace civique, ce sont des gens qui travaillent pour le compte des Blancs. Là, je pense qu'il y aura franchement des difficultés que dans l'immédiat, nous puissions voir des résultats. Mais tout en sachant que dans la vie, toute chose ne dure jamais. Il y a toujours la politique est toujours dynamique. Demain ou après-demain, on peut avoir des résultats positifs. Raison pour laquelle, comme Elari venait de le dire, il faut continuer notre combat. Quelles que soient les positions, il faut continuer à travailler en faveur des droits humains et faire un plaidoyer pour que cette situation puisse être débloquée. Merci. Personnellement, je ne vois pas d'évolution avec le pouvoir de Ndayishimiye. J'observe des contradictions dans les faits qui ne correspondent pas au discours. Et l'autre chose qui m'a fait du chagrin, c'est qu'on voit le président de la République qui se débat sans savoir où il va. Il n'a aucune vision politique. Et puis, ce qui me chagrine encore, il ne respecte pas la loi, comme les droits de l'homme ne leur disent rien. Il continue à promouvoir l'impunité des crimes. Vraiment, ce sont des tâtonnements. Et la situation, d'ailleurs, risque d'être plus grave que celle qu'on a vécue avec le régime de Nkurunziza. Voilà. Bon, merci à vous aussi. Juste pour vous emboîter le pas, je crois que l'organisation Focodé fait un rapport sur les disparitions forcées. Je crois qu'au bout d'une année, je crois qu'ils ont trouvé qu'il y a eu d'ailleurs plus de disparus que le temps du président Nkurunziza. Donc, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Mais nous pouvons signaler certaines avancées. Il y a eu notre collègue qui a été libéré. Là, je dis de Germain Rukuki, même s'il a duré pas mal d'années en prison injustement. Il y a aussi Maître Germain Dina. Je crois que la Cour suprême a annulé la condamnation et a envoyé l'affaire devant la Cour d'appel. Donc, le nouveau procès doit avoir lieu d'ici quelques jours. Là, on peut signaler qu'il y a eu quelques avancées, même si le chemin reste encore long. Je vois M. Donatien qui a levé la main. Donatien, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Je remercie beaucoup et je remercie cette initiative d'organiser cette conférence. Et aussi, je salue les participants de là et je voulais aussi apporter une intervention de ce que les représentants avaient donné ici. Une journée comme ça, c'est une journée vraiment nécessaire dans la vie d'un défenseur des droits de l'homme, dans son travail, même dans ses pensées. C'est une occasion d'analyser les bonnes pratiques que nous avons traversées, les problèmes que nous avons vécus, quels sont les intérêts sur lesquels nous devons nous baser et chercher des solutions pour le futur, à
c'est bien comme nous parlons bien sûr sur la vie, c'est bien d'analyser qu'est-ce qui a bien marché, sur lequel on doit se focaliser pour quand même continuer à travailler. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Notamment s'il y a toujours les enlèvements, les détentions, les tortures. Qu'est-ce qui a marché? Sur quoi nous pouvons quand même dire que si on peut continuer dans tel objectif, si on peut suivre cette piste, on pourra quand même arriver à une solution. Et analysons ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi cela n'a pas marché? Il y a toujours des défenseurs des droits humains qui sont encore en prison. Quelles sont les stratégies que nous avons utilisées pour les libérer? Ou bien, qu'est-ce que nous avons manqué pour pouvoir les libérer? Dans ce cas, ces journées pourra alors nous donner la force, l'énergie de concrétiser, ou bien d'imaginer d'autres stratégies, ou bien d'autres mécanismes qu'on peut utiliser pour essayer de résoudre les problèmes que nous avons rencontrés en tant que défenseurs des droits de l'homme. Si alors on vient de trouver qu'il y a des problèmes qui dépassent, bien sûr, beaucoup de problèmes dépassent nos capacités, mais quels sont alors d'autres acteurs de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme ou étatiques sur lesquels on peut approcher pour qu'on puisse surmonter ces problèmes? Oui, nous avons aussi initié beaucoup d'initiatives. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Mais est-ce que les efforts déjà sont nécessaires? Ou bien, là où nous avons passé pendant tout ce temps, est-ce que nous avons d'autres pistes sur lesquelles nous pouvons utiliser pour qu'on puisse arriver à la solution recherchée? Donc, c'est une opportunité pour imaginer, pour débattre, pour donner des orientations sur ce qui a bien passé, fait de bien continuer, sur ce qui n'a pas bien passé, en fait de changer, ou bien d'avoir d'autres idées innovatrices pour qu'on puisse quand même y arriver. Je donne un exemple, par exemple, sur les disparitions forcées, sur les assassinats, tout ça. C'est la meilleure façon aujourd'hui, la meilleure occasion de poser des questions. Sous les cas identifiés par exemple par Rigiteka, SOS Torture, ACAT, la coalition, tout ça, aussi la PRODH, est-ce que tous les cas qui sont identifiés par ces acteurs sont bien préparés pour qu'un jour on pourra les acheminer ou bien on pourra contacter avec ces avocats la Cour pénale internationale? Il faut s'opposer à ces questions. Dernièrement, j'ai entendu l'autre avocat de la CPI, je crois, il a parlé sur l'évolution des dossiers dans la Cour pénale internationale, qui est une très bonne idée. Mais en tant que des acteurs de la société civile, il faut aussi savoir, avec tous ces dossiers, normalement que ce sont des victimes qui ne sont pas des défenseurs. Est-ce que tous les défenseurs, tous les victimes de la société civile, des défenseurs des droits dans ces dossiers? Alors, c'est un bon moment d'imaginer d'autres canaux sur lesquels nous devons passer pour essayer de faire pression sur le gouvernement. Aussi, c'est un bon moment aussi de parler sur les négociations. Oui, les négociations ont échoué. Je dirais que les négociations ont échoué. Mais vous vous souvenez que nous avions comme médiateur le président Museveni et le C. Mukapa. Mais où est-ce qu'on en est alors avec ça? Si on oublie tout ça, avec ces accords de l'Union européenne, ces accords régionaux, on risque de se noyer dans ces accords. Donc, il faut à tout prix chercher un cadre légal probablement qui pourra nous aider à suivre toutes ces questions, qui pourront nous aider, bien sûr, à se retrouver dans ce courant de négociation ou de processus de négociation. Aussi, on ne peut pas oublier la question des réfugiés en Tanzanie, au Congo, ici en Ouganda, au Rwanda. Et c'est une question pertinente. Maintenant, il y a un courant de rentrer par force des réfugiés burundais en Tanzanie. Donatien, je vous prie de penser à finaliser parce que le temps nous fait défaut. Je vais terminer, mais c'est une opportunité de réfléchir sur toutes les questions parce que si nous ne le faisons pas, c'est difficile de se rencontrer à moins qu'il y a des journées pareilles, de discuter sur des questions pareilles. Donc, je suggérerais que c'est bien d'imaginer sur toutes ces questions entre le pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi. J'aimerais accorder la parole à M. Gabriel Usiri et je lui demanderai d'être plus bref parce que le temps nous fait défaut et il m'a dit aussi qu'il a d'autres engagements.
Je pense qu'il peut prendre la parole. Oui, salut tout le monde. Merci d'avoir pensé à préparer cette journée parce que c'est important. Au niveau du Burundi, on a organisé une rencontre sous forme de conférence débat où on a invité des syndicats, on a invité des représentants du ministère de la Justice, de la société civile et d'autres membres qui suivent les actions de la société civile. Je dois vous dire que moi-même, j'ai été étonné. Je ne pensais pas que ça allait être réalisé. C'était pour moi un rêve parce que ça faisait plus de 7 ans que ce genre d'activité ne se faisait pas au Burundi. Pour moi, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Je pourrais même vous partager tout ce qui a été dit dans ces débats. Et tout le monde qui était là a été étonné de voir vraiment ce qui a été dit. Vous savez que la Journée internationale de défense des droits de l'homme a coïncidé avec la Journée internationale de lutte contre la corruption. Donc, ce que je voudrais dire par là, sans aller dans les détails des droits socio-économiques et de la gouvernance, j'ai entendu tout a été dit. Ernest de force à parler. Quelque chose de mais je dois vous dire que ce que nous continuons à constater au Burundi, c'est la peur. La peur se trouve chez tous les communicants, que ce soit mandataires publics, que ce soit des membres de la société civile, les médias, tout le monde a peur. Donc, moi, je pense qu'il nous faut vraiment une stratégie pour que cette peur qui plane sur les Burundais puisse être vaincue. Sinon, ça serait très difficile d'avancer. Je pense que ce sont les séquelles des années passées, raison pour laquelle il est très, très important que les choses vraiment changent. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est vraiment l'appel qui se trouve au niveau des membres de la société civile. Par exemple, cette conférence, ce débat qu'on a organisé, malgré qu'ils étaient invités, même les membres de cette coalition, c'est Parsem, donc Faustin et Ézéchiel qui étaient là. Et les syndicats, vraiment courageux syndicalistes, ça m'a fait étonner. Ils ont posé des questions extraordinaires. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il y a un pas encore à franchir. Donc, je pense que dans cette situation, il nous faut réfléchir sur des actions à mener à l'avenir où ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dans le pays puissent se collaborer et continuer à avancer ensemble. Merci. Merci à vous aussi et merci d'avoir organisé quelque chose au niveau du pays parce que c'est un pas très important pouvoir penser à organiser quelque chose au niveau national vu le contexte de travail des organisations de la société civile. Alors, s'il n'y a pas d'autres mains pour demander la parole, je pense qu'on peut s'acheminer vers la clôture de la session. Et là, je demanderai également à Madame la directrice de pouvoir procéder aux clôtures. Et je viens de voir le commentaire de Monsieur Gervais qui dit que merci Monsieur Gabriel. On entend qu'il y a de l'espoir. Oui, c'est une bonne chose de comprendre d'entendre qu'il y a de l'espoir et petit à petit, peut-être que l'espace sera de plus en plus vert. Alors, sans pour autant tarder, je passe la parole à Madame la directrice pour procéder aux clôtures de la session. Et je vous remercie, Monsieur le facilitateur, chers participants, chers défenseurs des droits humains. C'est vraiment un plaisir de vous voir participer à cette séance. C'est aussi un plaisir d'entendre que à Bujumbura, les portes s'ouvrent, mais les portes ne s'ouvrent pas par magie. Il faut toquer. Si on toque, que personne n'ouvre, il faut forcer. À force de forcer, pas à pas, on parvient à entrer. Je voudrais encourager encore une fois Gabriel à approcher davantage les autres défenseurs des droits humains parce qu'effectivement, le contexte n'est pas du tout facile. Vous avez vu les syndicalistes parce qu'ils sont toujours au front. Encourager encore parce que depuis 2015, le temps a été long de frustration, de restrictions. Et au niveau des participants à cette séance, je vous invite à encourager davantage les membres de la société civile partenaire qui se trouvent à Bujumbura, mettre en avant cette synergie, cette coopération entre les organisations dans nos activités, le partage d'informations, le travail de plaidoyer en synergie, afin que nous puissions avancer avec une stratégie commune, mais en abordant plusieurs aspects des droits humains. Et mettons en avant la protection des défenseurs des droits humains grâce à l'information,
grâce au plaidoyer, mais aussi grâce à la revendication. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette session. Pour ce qui nous concerne, vos recommandations, vos considérations, nous allons les intégrer dans un document que nous pourrons partager, mais aussi avancer en pas de plaidoyer vers le gouvernement du Burundi. Je vous remercie et je déclare close la séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.